12 guerriers se tenaient en cercle, les muscles luisants sous le soleil de l'après-midi. Chacun d'eux était un monument de force et de cicatrices de bataille. Mais la jeune fille Apache ne regardait aucun d'entre eux. Ses yeux étaient fixés sur quelqu'un qui n'aurait pas dû être là du tout. Un cow-boy, mince, balafré, se tenant au bord du rassemblement comme une ombre qui avait oublié de disparaître. Personne ne l'avait invité à concourir. Personne n'avait même reconnu son existence. Pourtant, lorsque son père lui demanda qui elle choisissait, son doigt se leva lentement, tremblant, et pointa directement sur lui. Les guerriers se tournèrent comme un seul homme, la confusion se lisant sur leurs visages, puis se durcissant en quelque chose de plus sombre. Ce n'était pas ainsi que le rituel fonctionnait. Ce n'était pas possible. 3 jours plus tôt, Levi Holloway était entré dans le campement Apache isolé avec rien d'autre qu'un cheval à moitié mort de faim et un sac de marchandises qu'il avait mis 2 mois à rassembler. Le campement se trouvait dans une vallée entourée de falaises de pierres rouges, cachée des territoires où la plupart des gens vivaient. Il venait ici 2 fois par an, gardant toujours la tête basse, échangeant tranquillement les choses dont il avait besoin pour survivre une autre saison seul. Les Apaches le toléraient parce qu'il ne causait jamais de problèmes, ne posait jamais de questions, ne restait jamais plus longtemps que nécessaire. Il était un fantôme traversant leur monde. Mais cette fois, c'était différent. En arrivant au poste de traite, il trouva tout le campement rassemblé dans la clairière centrale. 12 hommes se tenaient en formation, chacun rayonnant de puissance et de certitude. Ils portaient de la peinture de guerre et des tenues de cérémonie, les muscles tendus d'anticipation. Levi reconnut immédiatement de quoi il s'agissait, une cérémonie de choix. La fille du chef choisirait son mari parmi les guerriers les plus forts de la région. C'était un honneur pour lequel les tribus se battaient, un moment qui déterminait les alliances et les avenirs. Levi commença à faire demi-tour avec son cheval. Ce n'était pas ses affaires. Il n'avait rien à faire près de quelque chose d'aussi sacré. Mais alors il la vit. Kiona, la fille du chef. Il l'avait déjà vue lors de ses visites précédentes, toujours de loin, toujours en passant. Mais aujourd'hui, elle se tenait au centre de tout, vêtue de peau de cerf blanche décorée de perles de turquoise, ses longs cheveux noirs tressés avec des plumes. Son visage était peint à l'ocre rouge selon des motifs cérémoniels. Elle aurait dû ressembler à un prix exposé. Au lieu de cela, elle avait l'air piégée. Leurs regards se croisèrent à travers la clairière, juste une seconde, peut-être moins. Mais dans ce fragment de temps, quelque chose passa entre eux que Levi ne pouvait nommer. Une reconnaissance, peut-être. Ou le fantôme d'une reconnaissance. Comme s'ils s'étaient déjà rencontrés, bien qu'il sût que ce n'était jamais arrivé. Dans un monde où les cow-boys et les filles Apaches ne pouvaient absolument pas se connaître, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme si elle avait vu quelque chose sur son visage qui l'avait surprise. Puis quelqu'un bloqua sa vue et le moment fut brisé. Levi descendit de cheval et l'attacha près du poste de traite, prévoyant d'attendre la fin de la cérémonie, mais il ne put se résoudre à partir. Quelque chose le maintenait enraciné là, observant depuis les ombres au bord du rassemblement. Les 12 guerriers commencèrent leur démonstration un par un. Takakota fut le premier, le plus grand de tous. Mesurant près de 2,10 mètres avec des épaules de taureau, il exécuta une série de mouvements de combat, puis souleva un rocher qui aurait écrasé la plupart des hommes. La foule applaudit. Les autres guerriers suivirent, chacun démontrant sa force, son habileté avec les armes, sa valeur. Levi baissa les yeux sur ses propres mains. Marquées par de vieilles brûlures, maigres à cause de trop de repas sautés, calleuses par le travail, mais pas par la guerre. Il n'avait pas sa place ici. Il n'avait sa place nulle part. Mais quand il releva les yeux, Kiona le fixait directement, pas un regard, elle le fixait. Son père se tenait à côté d'elle, parlant dans leur langue, faisant des gestes vers les guerriers. Elle hochait la tête aux paroles de son père, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage de Levi. Les autres guerriers le remarquèrent. Takakota se tourna, suivant son regard, et son expression s'assombrit lorsqu'il vit ce qui retenait son attention. Un murmure parcourut la foule. Les gens commençaient à remarquer ou regarder la fille du chef. Kuruk, le chef, leva la main pour demander le silence. Il parla dans un anglais à fort accent, assez fort pour que tout le monde entende. Ma fille va choisir maintenant. Un homme ici rejoindra notre famille. Un deviendra son mari et un guerrier de notre peuple. Les 12 guerriers se redressèrent. Chacun certain d'être choisi. Takakota s'avança légèrement, un sourire se formant déjà. C'était une formalité. Tout le monde savait qu'il serait choisi.
La main de Kiona se leva lentement. La clairière devint complètement silencieuse. Même le vent semblait retenir son souffle. Son doigt trembla en se levant, et pendant un moment, Lévi pensa qu'elle le pointerait vers Takakota comme tout le monde s'y attendait, mais son doigt passa devant les guerriers, devant les 12, et pointa directement sur lui. Le choc frappa comme une vague physique. Les guerriers se figèrent, le souffle coupé. La foule éclata en murmures confus. Le visage de Kuruk devint pâle, puis rougit de quelque chose entre la colère et l'incrédulité. Takakota se tourna complètement vers Lévi maintenant, et son expression promettait la violence. Lévi ne pouvait ni bouger, ni respirer. Ce devait être une erreur. Elle ne pouvait pas parler de lui. Mais la main de Kiona restait levée, stable maintenant, pointée sur lui comme une flèche trouvant sa cible. Sa voix traversa la clairière, claire et inébranlable. Lui. Je le choisis, lui. Et c'est là que tout s'effondra. Le silence dura exactement 3 battements de cœur. Puis le chaos éclata. Takakota bougea le premier, sa carrure massive comblant la distance entre lui et Lévi en 4 longues foulées. Sa main se porta au couteau à sa ceinture, ses doigts s'enroulant autour du manche en os sculpté. Les autres guerriers suivirent, formant un mur de muscles et de rage entre Kiona et le cow-boy qui avait en quelque sorte volé ce qui leur appartenait. Des voix s'élevèrent en cris de colère, certaines en anglais, la plupart dans leur propre langue. Mais le sens était clair dans n'importe quelle langue. C'était une insulte, une violation, impossible. La main de Lévi se déplaça instinctivement vers sa hanche. Mais il ne portait pas d'arme. Il l'avait laissé avec son cheval, sachant qu'il ne fallait pas apporter d'armes à une cérémonie apache. Maintenant, il se tenait sans défense alors que 12 des hommes les plus dangereux qu'il ait jamais vus s'avançaient sur lui avec le meurtre dans les yeux. Sa bouche devint sèche. Sa main brûlée tremblait à son côté. La voix de Kuruk trancha le bruit comme une lame. Arrêtez. Les guerriers se figèrent, mais leur fureur restait visible dans chaque muscle tendu, chaque mâchoire serrée. Takakota se tenait le plus près de Lévi, assez près pour que le cow-boy puisse sentir la graisse d'ours dans ses cheveux. Il pouvait voir les vieilles cicatrices de bataille qui traversaient sa poitrine. Les yeux du guerrier promettaient que ce n'était pas fini. Loin de là. Le chef marcha lentement vers sa fille, son visage buriné illisible. Quand il parla, sa voix était basse, mais elle porta jusqu'à chaque coin de la clairière. Kiona, explique ce choix. Elle se tenait parfaitement immobile, sa main s'abaissant finalement à son côté. Mais ses yeux restaient fixés sur Lévi, comme si détourner le regard pouvait briser le fil fragile qui les reliait. Je l'ai vu il y a 6 mois, père, au gué de la rivière près des falaises rouges. L'esprit de Lévi retourna en arrière. 6 mois, la rivière. Il avait pisté un veau perdu qui s'était égaré de son petit troupeau. Il l'avait trouvé piégé dans la boue près de l'eau, avait passé 3 heures dans le courant glacial, le dégageant à main nue tandis que sa peau brûlée hurlait de protestation. Il avait été seul, ou pensait l'avoir été. Je l'ai regardé sauver un animal que la plupart des hommes auraient abandonné, continua Kiona. Il a failli se noyer en essayant de libérer quelque chose qui n'avait de valeur pour personne d'autre que lui-même. Quand il l'a finalement tiré sur la rive, il s'est assis dans la boue pendant un long moment, juste à respirer, sans célébrer, sans fierté, juste fatigué, blessé et seul. Elle fit une pause et, pour la première fois, sa voix vacilla légèrement. J'ai vu les cicatrices sur ses mains, même de loin. Des brûlures qui semblaient anciennes mais toujours douloureuses. Plus tard, j'ai appris qu'il se les était faites en essayant de sauver la grange de sa famille quand il était plus jeune. Il a échoué ce jour-là et a tout perdu. Mais il n'a jamais cessé d'essayer de sauver des choses. C'est qui il est. Sa voix se raffermit. J'ai vu quelque chose sur son visage ce jour-là. Quelque chose que ces guerriers ne portent pas. La faiblesse, cracha Takakota comme un poison. La bonté, le corrigea Kiona, sa voix se durcissant. La force de souffrir pour quelque chose qui ne peut vous récompenser. Le courage de continuer quand personne ne regarde pour vous en féliciter. L'expression de Kuruk restait de pierre. Cet homme n'est pas un apache. Il n'est pas un guerrier. Il ne peut pas te protéger. Il a protégé un animal sans défense alors qu'il pouvait à peine se protéger lui-même, répondit Kiona. C'est l'homme avec qui je choisis de construire ma vie. Le chef regarda Lévi un long moment, l'étudiant comme un chasseur étudie des traces dans la terre. Finalement, il s'adressa directement au cow-boy. Acceptes-tu ce choix? La gorge de Lévi semblait pleine de sable.
Chaque instinct lui hurlait de refuser, de fuir, de s'éloigner le plus possible de cette situation. Takakota et les autres le tueraient à la première occasion. Même si Kuruk permettait cela, la tribu ne l'accepterait jamais. C'était de la folie. Mais Kiona le regardait toujours avec ses yeux sombres. Et quelque chose dans son regard lui donna le sentiment d'être vu pour la première fois depuis des années. Vu, et en quelque sorte compris. Pas de pitié, pas de jugement, juste vu. Oui, s'entendit-il dire. J'accepte. Le rugissement de rage de Takakota résonna contre les falaises rouges alors que le guerrier se précipitait en avant. Et cette fois, personne ne bougea assez vite pour l'arrêter. Levi ne vit pas le point arriver. Il sentit seulement l'explosion de douleur à sa mâchoire, le sol se précipitant pour le rencontrer, le goût du sang remplissant sa bouche. Sa vision se brouilla. Quelque part au-dessus de lui, Takakota criait dans sa langue. Des mots qui n'avaient pas besoin de traduction. La botte du guerrier recula pour un autre coup. Assez. L'ordre de Kuruk portait le poids d'une autorité absolue. Deux autres guerriers saisirent les bras de Takakota, le tirant en arrière. L'homme massif lutta contre eux un instant, puis s'immobilisa, la poitrine soulevée par une rage à peine contenue. Levi se redressa sur les mains et les genoux, crachant du sang dans la terre. Sa mâchoire semblait cassée. Il avait déjà reçu des coups, beaucoup. Mais Takakota frappait comme un glissement de terrain. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, il entendit le chef parler. Notre tradition est sacrée. Quand une femme fait son choix, il est définitif. Aucun homme ne peut le contester. La voix de Kuruk était de fer. Mais la tradition exige aussi une preuve de valeur. Si cet étranger réclame ma fille, il doit prouver qu'il mérite ce que ses guerriers ont gagné par des années de dévouement à notre peuple. Levi réussit à se remettre sur pied, chancelant légèrement, le monde bascula puis se stabilisa. Kiona s'était rapproché, le visage crispé d'inquiétude, mais la main de son père sur son épaule l'empêcha d'approcher. Takakota sourit, et c'était l'expression la plus dangereuse que Levi ait jamais vue. 3 épreuves, comme nos ancêtres l'exigeaient lorsque des guerriers d'autres tribus cherchaient à nous rejoindre. 3 tests de force, de courage et de volonté. Il désigna la silhouette mince de Levi, ses mains balafrées, ses bottes d'emprunt. S'il échoue ne serait-ce qu'à une seule, il part. Et la femme choisit à nouveau parmi ceux qui ont leur place ici. Les autres guerriers murmurèrent leur approbation. C'était un terrain familier. Cela avait un sens que le choix de Kiona n'avait pas. Les tests pouvaient être mesurés. La force pouvait être prouvée ou infirmée. L'ordre naturel pouvait être restauré. Kuruk étudia Levi un long moment. L'étranger peut refuser les épreuves. Il peut partir maintenant, et aucun mal ne lui sera fait au-delà de ce qui a déjà été fait. C'était une échappatoire. Une sortie propre d'une situation qui allait probablement le tuer. Levi regarda Kiona. Elle n'avait pas bougé, mais quelque chose dans son expression lui rappela ce veau piégé dans la boue. Impuissante, mais combattante. Terrifiée, mais pas brisée. Quelles sont les épreuves? Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu, épaisse à cause du sang dans sa bouche. Le sourire de Takakota s'élargit. La première épreuve commence demain à l'aube. L'épreuve d'endurance. Tu porteras des pierres sur le sentier de la falaise. Le même nombre que chacun de nous porte. Même distance, même temps limite. Il montra les falaises rouges qui s'élevaient derrière le campement, leurs parois abruptes et impitoyables. Si tu prends du retard, tu échoues. Si tu laisses tomber tes pierres, tu échoues. Si tu t'arrêtes pour te reposer, tu échoues. Levi leva les yeux vers ces falaises. Elles s'élevaient à au moins 90 mètres. Le sentier était à peine visible de cette distance. Il avait vu des chèvres peiner sur des pentes plus douces que celles-là, et il devrait porter un poids pendant que des guerriers 2 fois plus grands que lui feraient de même. Deuxième épreuve, demanda-t-il. Tu l'apprendras quand tu auras survécu à la première. Takakota s'approcha, baissant la voix pour que seul Levi puisse l'entendre. Tu n'y arriveras pas. J'y veillerai personnellement. Et quand tu rompras dans la poussière, brisé et humilié, elle verra ce que tu es vraiment. Faible, sans valeur, rien. Le guerrier se retourna et s'éloigna, les autres le suivant. La foule commença à se disperser, les voix basses de spéculation et de doute. Kuruk s'approcha de Levi, son expression illisible. Tu devrais partir avant l'aube, dit le chef doucement. Cela ne se terminera pas comme tu l'espères.
puis lui aussi se détourna, guidant Kiona vers le centre du campement. Elle se retourna une fois, et Lévi vit la peur dans ses yeux, non pas la peur des épreuves, mais la peur de ce qui arriverait quand il les échouerait. Lévi toucha sa mâchoire enflée et regarda le soleil sombrer vers l'horizon. Il avait peut-être 12 heures pour trouver comment survivre à quelque chose conçu pour le détruire. L'aube arriva, froide et impitoyable. Lévi se tenait au pied du sentier de la falaise, ses jambes tremblant déjà d'une nuit sans sommeil. Les 12 guerriers s'assemblèrent à côté de lui, chacun portant une écharpe de cuir chargée de pierres. Takakota tenait sa charge comme si elle ne pesait rien. Muscles détendus, respiration facile. Les autres semblaient tout aussi peu concernés. Ils avaient déjà fait cela, de nombreuses fois. Kuruk s'approcha avec une écharpe pour Lévi. Le cow-boy la prit et le poids faillit le mettre à genoux. 20 kilos, peut-être 25. Les lanières de cuir lui cisaillèrent immédiatement les épaules. Sa main brûlée hurla alors qu'il agrippait la corde de soutien. Le sentier monte de 90 mètres, annonça Kuruk à la foule rassemblée. Vous monterez jusqu'à la pierre de marquage au sommet. Touchez-la et revenez. Tout homme qui laisse tomber ses pierres est éliminé. Tout homme qui s'arrête de bouger plus longtemps qu'il ne faut pour prendre 3 respirations est éliminé. Il regarda directement Lévi. Tout homme qui tombe meurt. Le sentier faisait à peine 60 cm de large par endroits, creusé dans la pierre rouge par l'eau et le temps. Pas de rampe, pas de sécurité, juste une paroi rocheuse exposée et une longue chute vers le fond de la vallée. Takakota se plaça à côté de Lévi, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. « Je vais prendre plaisir à te voir tomber, murmura-t-il. Le chef leva la main, puis la baissa. Les guerriers s'élancèrent comme un seul homme, leurs jambes pompant, les pierres sécurisées sur leur dos. Ils se déplaçaient avec une efficacité exercée, les pieds trouvant prise sur le sentier étroit, l'écorce penchant dans la montée. Lévi trébucha derrière eux, ses bottes glissant sur le gravier meuble. En quelques minutes, l'écart entre lui et le dernier guerrier était passé à 6 mètres, puis 9. Ses poumons brûlaient. Les pierres semblaient devenir plus lourdes à chaque pas, les lanières s'enfonçant plus profondément dans ses épaules. La sueur coulait sur son visage malgré l'air froid du matin. La peau brûlée de sa main s'ouvrit à l'endroit où il tenait la corde, le sang frais la rendant glissante. À mi-chemin, son pied droit glissa. Pendant un horrible instant, il vacilla au bord du vide, les pierres le tirant en arrière vers l'espace. Ses bras moulinèrent. La foule en bas haleta. Puis sa main gauche jaillit et attrapa un rocher saillant. Se stabilisant, il pressa son front contre la paroi de pierre. Respirant fort, attendant que son cœur cesse d'essayer de percer ses côtes. Au-dessus de lui, les guerriers s'éloignaient. Takakota jeta un coup d'œil en arrière et sourit, puis fit délibérément tomber une pluie de pierres qui s'abattit sur Lévi. Le cow-boy dut s'aplatir contre la falaise, protégeant sa tête tandis que des arêtes vives lui coupaient les bras. Il voulait abandonner. Chaque fibre de son corps lui hurlait de faire demi-tour, d'accepter la défaite, de quitter cette montagne avant qu'elle ne le tue. Mais alors il regarda en bas vers le campement et vit une silhouette en blanc, debout seule, qui regardait. Kiona. Même de cette distance, il pouvait sentir son regard sur lui. Lévi força ses jambes à bouger, un pas, puis un autre. Sa vision se rétrécit au seul sentier juste devant lui. Rien d'autre n'existait. Ni les guerriers devant. Ni le vide derrière. Juste la prochaine prise. Le prochain pas. La peau brûlée de sa main se déchira complètement. Le sang coula le long de son poignet, chaud et glissant. Il passa la corde dans sa main gauche, mais celle-ci était plus faible, et les pierres se déplacèrent dangereusement. Les muscles de son épaule semblaient se déchirer de l'os. À 60 mètres de hauteur, il réalisa qu'il avait comblé l'écart. Le dernier guerrier n'était plus qu'à 3 mètres devant lui. L'homme jeta un coup d'œil en arrière, surpris, puis poussa plus fort. Mais Lévi avait trouvé quelque chose que les guerriers n'avaient pas prévu. Ils étaient forts, oui, puissants, mais ils n'avaient jamais eu à survivre avec rien. Jamais eu à surmonter une douleur qui aurait dû les tuer. Jamais eu à continuer quand toute raison logique disait d'arrêter. Lévi l'avait fait, chaque jour de sa vie. La pierre de marquage du sommet apparut à travers sa vision floue. Les guerriers étaient déjà là, touchant la pierre, commençant leur descente. Takakota se tenait à côté du marqueur, attendant. Son sourire s'effaça quand il vit Lévi grimper encore. La main du cow-boy atteignit la pierre, la toucha. Pendant un bref instant, il s'autorisa à s'arrêter, à respirer,
à ressentir le fait impossible qu'il avait réussi. Puis Takakota se plaça directement sur son chemin pour la descente. Et Levi comprit que le véritable test ne faisait que commencer. Takakota ne bougea pas. Il se tenait planté au milieu du sentier étroit. Les bras croisés, sa carrure massive bloquant la seule voie de descente. Les autres guerriers étaient déjà descendus, leurs pierres livrées, leur partie de la première épreuve terminée. Seul Levi restait au sommet avec le géant qui avait promis de le détruire. « Tu es sur mon chemin », dit Levi à travers des lèvres gercées. « Alors, déplace-moi. » Les jambes du cow-boy tremblaient d'épuisement. Sa main droite était un amas de sang et de peau déchirée. Le poids des pierres tirait sur ses épaules comme une ancre l'entraînant vers le bord. Il n'avait plus rien pour se battre. Takakota le savait. Le sourire sur le visage du guerrier disait qu'il le savait. Levi regarda au-delà de lui, le long du sentier où il se rétrécissait à peine 45 cm de large avec une chute à pic sur le côté gauche. Cette section était la partie la plus dangereuse de la descente, et Takakota se tenait juste avant. « Dernière chance d'abandonner », dit le guerrier. « Laisse tomber tes pierres. Admets que tu n'as pas ta place ici. » Au lieu de cela, Levi fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il s'assit. Juste là sur le sentier, les pierres toujours attachées à son dos. Il leva les yeux vers Takakota avec des yeux cernés de sang et parla doucement. « Tu peux rester là toute la journée si tu veux. Je ne laisserai pas tomber ces pierres, et je n'irai nulle part tant que tu n'auras pas bougé. » La confusion vacilla sur le visage de Takakota. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le cow-boy était censé paniquer, essayer de forcer le passage, faire une erreur qui l'enverrait basculer de la falaise. S'asseoir n'était pas une option que le guerrier avait envisagée. Les minutes passèrent. Le soleil monta plus haut, chauffant la pierre rouge. La sueur coulait des deux hommes. En bas, la foule s'impatientait, les voix s'élevant en spéculation. La voix de Kuruk monta jusqu'à la falaise. Takakota, bouge. L'épreuve continue. La mâchoire du guerrier se serra. Pendant un instant, Levi pensa qu'il pourrait refuser. Puis Takakota s'écarta, à peine, ne laissant que le plus étroit des passages entre son corps et le vide. Levi devrait se faufiler devant lui, avec les pierres et tout, avec rien d'autre que le vide sur sa gauche. Le cow-boy se leva lentement, les jambes menaçant de céder. Il s'approcha du passage. Takakota se décala légèrement, le rendant encore plus étroit. Levi se tourna de côté, pressant son dos contre la poitrine du guerrier, sentant la chaleur irradier du corps massif. Ses bottes trouvèrent le bord du sentier, la moitié de son talon suspendu dans le vide. Une seule poussée, souffla Takakota à son oreille. C'est tout ce qu'il faudrait. Le cœur de Levi martelait. Sa main brûlée agrippait la paroi rocheuse à sa droite, le sang la rendant glissante. Il fit glisser un pied en avant, puis l'autre. Centimètre par centimètre, il se glissa à travers l'ouverture. Le corps de Takakota était aussi solide que la falaise elle-même, n'offrant aucune souplesse. La respiration du guerrier restait calme, contrôlée, tandis que celle de Levi venait en halètement saccadé. Puis il fut passé, au-delà de Takakota, sur le sentier ouvert à nouveau. Il ne regarda pas en arrière. Ne gaspilla aucune énergie sur autre chose que de descendre cette montagne. Ses jambes étaient des poteaux de bois. Sa vision se rétrécit en un tunnel. Les pierres semblaient lui écraser la colonne vertébrale, mais il continuait à bouger. Quand ses bottes touchèrent enfin le sol plat, il tomba à genoux. Quelqu'un coupa les lanières de l'écharpe de pierre et le poids fut enlevé. Il ne parvenait pas à faire fonctionner ses poumons correctement. Des taches noires dansaient devant ses yeux. Des mains touchèrent ses épaules. De petites mains, une odeur de sauge et de fumée. Kiona s'agenouilla à côté de lui, son visage près du sien. Elle ne dit rien, le regarda simplement avec ses yeux sombres qui avaient tout commencé. Sa main effleura sa paume déchirée, et il sentit ses doigts trembler. Première épreuve terminée, annonça Kuruk. L'étranger est debout. La réaction de la foule était mitigée. Certains montraient un respect réticent. D'autres semblaient en colère qu'il ait survécu. Takakota descendit en dernier, le visage sombre d'une rage à peine contenue. Deuxième épreuve, continua le chef. Nous testerons le courage. Au coucher du soleil, chaque guerrier doit entrer dans le canyon des arbres morts et récupérer un objet spécifique que j'y ai placé. Vous irez seul. Vous irez sans armes. Vous reviendrez avec la preuve ou vous ne reviendrez pas du tout.
Des murmures parcoururent l'assemblée. Lévi avait entendu des histoires sur ce canyon. Les animaux y entraient et n'en sortaient pas. Les arbres étaient nus et blancs, dépouillés de vie par quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Même les guerriers semblaient mal à l'aise. Takakota s'avança, sa voix portant clairement. Et si l'étranger ne revient pas, si le canyon le réclame? L'expression de Kuruk resta neutre. Alors les esprits auront fait le choix que nous ne pouvions pas faire. La main de Kiona se resserra sur l'épaule de Lévi, et il comprit ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. La deuxième épreuve n'était pas conçue pour tester le courage. Elle était conçue pour le tuer. Le coucher de soleil peignait l'entrée du canyon dans des tons de sang et de cuivre. Lévi se tenait au bord, regardant dans la gorge d'arbres morts qui s'étendaient devant lui comme des os éparpillés sur la terre. Les 12 guerriers étaient déjà entrés, disparaissant un par un dans la forêt pâle. Takakota était parti le premier, se déplaçant avec une confiance qui frisait l'arrogance. Maintenant, seul Lévi restait à l'extérieur. Kuruk s'approcha, tenant une petite pochette en cuir. Dans ce canyon, j'ai placé 13 pierres sculptées. Chacune porte une marque unique. Tu dois trouver la tienne et revenir avant que la lune n'atteigne son zénith. 4 heures, pas plus. Qu'est-ce qui rend cet endroit dangereux? Demanda Lévi, étudiant les arbres blancs qui donnaient son nom au canyon. Les serpents à sonnettes nichent dans les creux. Les cougars chassent dans les rochers au-dessus. Le terrain est accidenté, plein de chutes cachées et de sols instables. Des hommes sont morts ici. L'expression de Kuruk restait illisible. Certains par des animaux, d'autres en tombant, certains ne sont tout simplement jamais revenus. Le chef lui tendit la pochette. À l'intérieur, Lévi trouva un petit morceau de charbon de bois et un bout de tissu. Ta pierre porte cette marque. Kuruk lui montra un dessin. 3 lignes parallèles traversées par une diagonale. Simple mais spécifique. Lévi attacha la pochette à sa ceinture et entra dans le canyon. La température chuta immédiatement. Les arbres morts bloquaient ce qui restait de la lumière du soleil, créant des ombres profondes qui bougeaient étrangement, jouant des tours à ses yeux. Ses bottes craquaient sur les branches cassantes qui couvraient le sol comme un tapis d'os brisé. Le fond du canyon était un labyrinthe. Les sentiers se séparaient et se rejoignaient, menant entre des groupes de troncs blancs qui se ressemblaient tous. En quelques minutes, Lévi perdit son sens de l'orientation. Les parois s'élevaient abruptement de chaque côté, bloquant toute vue du ciel à l'exception d'une étroite bande au-dessus. Il comprit pourquoi les hommes ne revenaient pas. Cet endroit était conçu pour vous avaler. Un son de crécelle le figea sur place. À 1 mètre sur sa gauche, enroulé dans le creux d'une racine morte, un serpent le regardait avec des yeux noirs et plats. Son corps était aussi épais que son avant-bras, avec des motifs bruns et beiges qui avaient été invisibles jusqu'à ce qu'il bouge. La crécelle continuait son avertissement. Un son sec qui lui hérissa les poils du cou. Lévi recula lentement, sans jamais quitter le serpent des yeux. Son talon s'accrocha à une branche, et il faillit tomber. La tête du serpent se leva, suivant son mouvement. Il retint son souffle jusqu'à ce qu'il ait mis 6 mètres entre eux, puis se retourna et continua à s'enfoncer plus profondément dans le canyon. Les pierres devaient être cachées dans des endroits spécifiques. Kuruk ne les aurait pas dispersées au hasard. Lévi commença à vérifier tous les endroits qui offraient un abri naturel, sous les surplombs, dans les fourches d'arbres tombés, derrière les formations rocheuses. Il trouva 3 pierres qui n'étaient pas les siennes. Chaque fois, il mémorisa soigneusement la marque et continua son chemin. 1 heure passa, puis 2. Ses mains étaient coupées par le déplacement de roches acérées et de branches épineuses. Les ombres s'assombrissaient. Quelque part au-dessus, il entendit le cri d'un cougar. Ce son terrible qui imitait le cri d'une femme. Il résonna contre les parois du canyon, rendant impossible de savoir où se trouvait réellement l'animal. Puis il la vit. Une pierre coincée dans une fissure à la base d'un énorme arbre mort. Il la sortit et la retourna. 3 lignes parallèles traversées par une diagonale. Sa marque. Un soulagement l'envahit, mais il fut de courte durée. Entrer avait été difficile. Sortir serait pire. La lumière avait presque disparu maintenant, et il avait pris tellement de virages qu'il n'était pas certain de la direction qui menait à l'entrée. Un son lui parvint à travers l'obscurité. Des pas, lourds, délibérés, se dirigeant vers lui à travers la forêt morte. Lévi serra la pierre et se pressa contre un tronc d'arbre, retenant à peine sa respiration. Takakota émergea des ombres, sa pierre sculptée déjà en main.
Le guerrier s'arrêta quand il vit Lévi et un lent sourire se dessina sur son visage. Ils étaient seuls dans le canyon. Pas de témoins, pas de règles, juste deux hommes et la nuit qui tombait. Tu as trouvé ta pierre, dit doucement Takakota. Dommage que tu ne reviendras pas pour la montrer à qui que ce soit. La main de Lévi se déplaça vers sa ceinture, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser comme arme. Rien. Kuruk avait été clair. Aucune arme autorisée. Il était seul avec un guerrier 2 fois sa taille dans un endroit où les corps pouvaient disparaître sans que personne ne pose de questions. Takakota fit un pas en avant, puis un autre. Ses mouvements étaient lents, confiants. Ils te trouveront dans une semaine, peut-être 2. Si les animaux en laissent assez. Tout le monde supposera que tu t'es perdu. Que le canyon t'a réclamé comme il réclame tous les hommes faibles. Kuruk saura, dit Lévi, reculant lentement. Son talon trouva le bord d'une chute qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Nulle part où aller. Le saura-t-il? Le sourire de Takakota s'élargit. Ou acceptera-t-il que tu n'as jamais été assez fort pour sa fille? Que la nature a corrigé une erreur qu'elle a faite? Le guerrier se jeta en avant. Lévi se projeta sur le côté, roulant sur le sol accidenté. Des branches acérées déchirèrent sa chemise et coupèrent sa peau. Il se releva en courant, s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe d'arbres morts. Derrière lui, les pas de Takakota martelaient comme des tambours de guerre. Les poumons de Lévi brûlaient. Ses jambes étaient encore faibles de la montée du matin. Il ne pouvait pas distancer cet homme. Ne pouvait pas le battre. Le seul avantage qu'il avait était le désespoir et la connaissance que Takakota s'attendait à ce qu'il agisse comme une proie. Il dérapa jusqu'à un arrêt à un endroit où 3 sentiers convergeaient. Les pas de Takakota se rapprochaient. Lévi regarda frénétiquement autour de lui, puis repéra ce dont il avait besoin. Le creux du serpent à sonnette, le même qu'il avait passé plus tôt, marqué dans sa mémoire par un arbre courbé distinctif à côté. Il attrapa une longue branche et l'enfonça dans le creux, puis plongea derrière un groupe de rochers. Le serpent explosa de sa cachette, secouant sa crécelle furieusement, dérangé 2 fois en une soirée. Son corps épais se tortilla sur le sentier juste au moment où Takakota arrivait au coin à toute vitesse. Le guerrier vit le serpent trop tard. Sa botte atterrit à quelques centimètres de son corps enroulé. Le serpent frappa, ses crocs s'enfonçant profondément dans son mollet. Takakota rugit, trébuchant en arrière. Il arracha le serpent et le jeta contre un arbre où il atterrit en un tas brisé, mais le mal était fait. Lévi regarda depuis sa cachette Takakota tomber à un genou, respirant fort. Le guerrier sortit son couteau et coupa un X sur la morsure, essayant de faire sortir le venin. Ça ne marcherait pas. Pas avec un serpent de cette taille. Pas avec autant de poison déjà pompé dans son sang. Toi, halta Takakota, son visage se tordant de douleur et de rage. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça, corrigea doucement Lévi, sortant de derrière les rochers. Je partais. Tu as choisi de me chasser. Le guerrier essaya de se lever, mais sa jambe céda. La sueur coulait sur son visage. Sa respiration devenait laborieuse. Chaque souffle était une lutte. Le venin du serpent paralysait son corps. Muscle par muscle. Lévi aurait pu le laisser là. Aurait pu s'éloigner et laisser le canyon finir ce que Takakota avait commencé. Au lieu de cela, il s'approcha, restant juste hors de portée. Où est la sortie? Takakota rit, un son qui se transforma en tout. Pourquoi te le dirais-je? Parce que tu vas mourir si tu restes ici. Et peut-être que quelque part sous toute cette haine, tu préférerais vivre. Le guerrier l'étudia un long moment, la douleur et la fureur se battant sur son visage. Finalement, il pointa avec son couteau. Au nord, suis le mur sur ta droite. Ne dévie pas, Lévi ramassa une longue branche et la cassa en 2, puis utilisa des bandes de sa chemise déchirée pour en faire une béquille de fortune. Il la tendit à Takakota. Peux-tu marcher? Je n'ai pas besoin de ton aide. Si, tu en as besoin. Et tu vas l'accepter parce que c'est ce qui nous sépare. Je sauve les choses qui essaient de me tuer. Il leur fallut près d'1 heure pour atteindre l'entrée du canyon. Takakota s'appuyait lourdement sur Lévi et la béquille, le visage gris de douleur, sa jambe blessée traînant. Les autres guerriers étaient déjà là, leurs pierres à la main. Ils se précipitèrent en voyant Takakota, leur voix s'élevant d'alarme à son état. Kuruk apparut, ses yeux passant de son guerrier blessé à Lévi et vice-versa. Que s'est-il passé?
Un serpent, dit Takakota à travers des dents serrées. Ma faute, pas la sienne. Le chef regarda Lévi et quelque chose changea dans son expression. Du respect peut-être, ou la reconnaissance que le cow-boy n'était pas ce que tout le monde avait supposé. Il tendit la main. Lévi y plaça la pierre sculptée. Deuxième épreuve terminée, annonça Kuruk. Puis sa voix se durcit. Demain, le test final. Le test de la volonté. Vous combattrez les uns contre les autres, un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux debout. Ensuite, ces deux-là s'affronteront. Le vainqueur réclame le droit d'épouser ma fille. La foule éclata en approbation. C'est ce qu'il voulait depuis le début. Du sang. Une preuve. Un vainqueur clair. Lévi regarda les 12 guerriers, regarda Takakota être emporté par ses frères, regarda les poings, les cicatrices et les yeux froids qui promettaient la violence. Demain, ils devraient tous les combattre, d'une manière ou d'une autre, survivre. L'aube arriva avec le son des tambours. Tout le campement se rassembla en un large cercle, créant une arène dans la poussière. 11 guerriers se tenaient prêts. Takakota était absent, se remettant encore de la morsure de serpent, sa jambe enflée et inutile. Mais 11 était plus que suffisant pour détruire un cow-boy épuisé. Le corps de Lévi était une carte de la douleur. Ses mains étaient à peine fonctionnelles, enveloppées dans des bandes de tissu pour maintenir la peau déchirée. Ses côtes lui faisaient mal de la monter. Des ecchymoses couvraient ses bras et son dos. Il avait survécu à 2 épreuves par chance et désespoir. Cette troisième nécessiterait un miracle auquel il ne croyait pas. Le premier guerrier entra dans le cercle. Un homme nommé Nishoba, plus petit que Takakota, mais bâti comme un roc. Les poings marqués par une vie de combat. Il sourit à Lévi comme un loup sourit à un cerf blessé. Kuruk leva la main. Commencez. Nishoba chargea. Lévi essaya d'esquiver, mais ses jambes épuisées le trahirent. Le poing du guerrier l'attrapa dans les côtes, lui coupant le souffle. Il tomba lourdement. Nishoba suivit, faisant pleuvoir des coups que Lévi ne pouvait que partiellement bloquer. La foule rugit son approbation. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix trancha le bruit. Assez. Takakota se tenait au bord du cercle, s'appuyant lourdement sur une canne, le visage encore gris de douleur. Nishoba s'arrêta, le poing levé. Tout le monde se tourna pour regarder le guerrier blessé. Ce n'est pas notre manière d'agir, dit Takakota en boitant. Nos épreuves testent la force, le courage et la volonté. Il a montré les 3. Hier, dans le canyon, j'ai essayé de le tuer. Il laissa ses mots flotter dans l'air. Je l'ai traqué comme une proie. J'ai prévu de laisser son corps aux animaux. Mais quand je suis tombé, quand le venin du serpent me brûlait, il n'est pas parti. Il m'a sauvé. Il m'a sorti de cet endroit alors qu'il aurait pu me regarder mourir. Des murmures parcoururent la foule. Nishoba baissa lentement son poing. La confusion sur son visage. Takakota regarda Lévi et quelque chose passa entre eux. Pas de l'amitié, mais de la reconnaissance. Je suis le guerrier le plus fort ici, le plus rapide, le plus habile au combat. Toute femme devrait me vouloir, il fit une pause. Mais la force sans honneur n'est rien. Le pouvoir sans compassion est une faiblesse habillée de muscles. Il se tourna pour faire face aux autres guerriers. Nous avons testé son corps et l'avons trouvé insuffisant. Nous avons testé son courage et l'avons trouvé sans limite. Nous avons testé sa volonté et avons découvert qu'elle ne peut être brisée. Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il est digne d'elle. Peut-être que la question est de savoir si nous sommes dignes de nous tenir à ses côtés. Le silence qui suivit fut absolu. Kuruk entra dans le cercle, son visage buriné illisible. Il marcha jusqu'à l'endroit où Lévi était agenouillé dans la poussière, respirant fort, du sang sur les lèvres. Le chef l'étudia un long moment. Ma fille a vu quelque chose en toi que je n'avais pas vu, dit Kuruk doucement. Elle a vu au-delà de la surface, ce qui vit en dessous. Je t'ai demandé de prouver ta force, mais tu as prouvé quelque chose de plus précieux. Tu as prouvé ton cœur. Il tendit la main. Lève-toi. Les épreuves sont terminées. Lévi prit la main offerte et se leva, chancelant légèrement. Le cercle des guerriers s'ouvrit et Kiona passa à travers eux. Elle portait une peau de cerf blanche décorée de turquoise, ses cheveux tressés avec des plumes, son visage peint de marques cérémonielles. Mais ses yeux n'étaient que pour lui. Elle s'arrêta devant Lévi et posa sa main sur son cœur. Je t'ai choisi,
dit-elle simplement. Non pas parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu étais vrai. Kuruk s'adressa à la tribu rassemblée. Kiona a fait son choix. Les épreuves ont prouvé sa valeur. Quiconque s'y oppose doit parler maintenant. Personne ne parla. Même les guerriers qui avaient voulu détruire Lévi restèrent silencieux. Takakota hocha la tête une fois, un geste de reconnaissance, sinon d'amitié. La cérémonie de mariage eut lieu ce soir-là sous un ciel peint d'étoiles. Elle était simple, traditionnelle, liante. Lorsque Kuruk joignit leurs mains, Lévi sentit le poids de tout ce qu'il avait amené à ce moment. Les années de solitude, les cicatrices, la douleur. Tout cela avait été un chemin menant ici. 3 mois plus tard, ils construisirent une petite maison à la frontière entre les terres de Lévi et le campement Apache, un endroit qui appartenait aux 2 mondes et à aucun. Kiona lui apprit sa langue. Il lui apprit les bovins et les chevaux. Takakota leur rendait parfois visite, apportant des nouvelles de la tribu, sa claudication s'estompant progressivement. Le guerrier ne s'excusa jamais d'avoir essayé de le tuer, mais il n'en eut jamais besoin. Sa présence disait ce que les mots ne pouvaient pas dire. Les nuits froides, Lévi s'asseyait sur le porche et se souvenait du jour où 12 guerriers s'étaient battus pour sa main. Se souvenait de son doigt pointé sur lui, se souvenait d'avoir choisi d'accepter quelque chose d'impossible. Et à côté de lui, Kiona souriait, sa main trouvant sa paume balafrée. Et il regardait le soleil se coucher sur une terre qui avait été témoin de la plus étrange des vérités. Que parfois, l'homme le plus faible gagne, non pas en étant le plus fort, mais en étant assez courageux pour essayer. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où le courage et le destin se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien représente tout pour nous.